bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être venus à la librairie Dialogue. Bonjour François Roux. Bonjour. Merci de votre présence et bienvenue à vous aussi à la librairie. Vous êtes réalisateur, metteur en scène pour le théâtre et auteur. Je suis surtout auteur maintenant. Surtout auteur maintenant. Ouais. Alors, aux éditions Albin Michel, vous publiez en 2014 un ouvrage qui a un grand retentissement, Le bonheur national brut. Et en 2016, Tout ce dont on rêvait, reçu finaliste. 2017. Ouais, ah d'accord, 2017. pardon. Oui, reçu finaliste du coup au prix RTL Lire 2017, ce qui est logique aussi finalement. Alors nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, Fracking, qui est une sorte de témoignage très contemporain des États-Unis d'aujourd'hui, une radiographie, pour citer la 4e de couverture, qui raconte notre société, sa colère et sa violence. Alors avant d'en révéler davantage, que désigne d'un point de vue purement technique d'abord ce mot de fracking? Le fracking, c'est une nouvelle manière d'exploiter le pétrole qui a été inventé il y a une quinzaine d'années, enfin mise au point une quinzaine d'années. Et ça consiste en fait dans des zones qui étaient totalement inaccessibles, à fracturer la roche, donc à envoyer des petits... Ça se fait le long de tuyaux qui sont d'abord verticaux puis horizontaux. Donc le long du tuyau horizontal, en général, il y a des petites perforations qui sont faites, et ensuite on fait exploser, il y a des petites charges de dynamite qui font exploser la roche. Et le fracking proprement dit, c'est envoyer des millions de litres d'eau et de sable et de produits chimiques à très très haute pression pour continuer ce travail de fracturation et fissurer littéralement la roche. Et aussi laisser évidemment, donc avec des agents de viscosité, etc., laisser la roche ouverte de façon à ce que le pétrole et le gaz puissent s'échapper par là où, en fait, où est arrivée l'eau. Donc le fracking, c'est vraiment l'opération sous très très haute pression de fracture de la roche. Et là où la région où je suis, en fait, ils n'exploitent que le pétrole et ils laissent brûler le gaz dans l'atmosphère parce que ça coûterait trop cher de récupérer le gaz. Il y a d'autres régions aux États-Unis où on récupère le gaz, mais là non. Alors pourquoi mettre l'accent sur cette activité de haute pression d'extraction du gaz de schiste aujourd'hui aux États-Unis? Quel est le poids économique, le rôle politique de cette affaire? Le fracking est en train de révolutionner totalement l'économie américaine. Les Américains, comme beaucoup de pays européens, sont des pays dont l'industrialisation est en baisse totale. Et la croissance américaine qu'on observe aujourd'hui est essentiellement due à cette technologie. Et bientôt, enfin sous 5 ans, les États-Unis pensent aussi qu'ils vont devenir énergétiquement indépendants des États du Golfe, ce qui pour eux signifie beaucoup de choses. On voit bien la manière dont le nouveau président se détache des pays dits amis, à une politique dans le Middle East qui est une politique très contradictoire. Et quand on est américain en plus, et qu'on a connu les attentats de World Trade Center, on pense vraiment qu'au Middle East, enfin dans le Moyen-Orient, il y a tous les terroristes qui sont payés par les États, par divers États. C'est très occulte pour les Américains, mais le fait de pouvoir ne plus dépendre de ces pays du Golfe pour payer l'essence de sa voiture, c'est fondamental. Et donc, c'est une économie qui est florissante, qui va permettre une croissance incroyable aux États-Unis et qui aussi va changer la position de la dépendance des États-Unis vis-à-vis de ces pays-là, et donc va changer la géopolitique mondiale d'une certaine façon. Et on voit bien que l'ambition ultime de Trump, c'est de s'isoler de plus en plus. Il y a par exemple un truc qui est très intéressant aux États-Unis, il n'y a pas de professeur de géographie. Donc ça n'existe pas. Donc l'idée de connaître les pays qui vous entourent est mise à mal par ça, parce qu'ils ne connaissent pas bien. Donc ils vivent beaucoup sur le fantasme de ce qu'on fait à leur pays et de ce que leur pays devrait être. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle Trump a été élu, c'est que les Américains sont obsédés par l'idée de déclin. Et ce que Trump leur soumettait, c'était l'idée de Make America Great Again, c'est-à-dire que l'Amérique redevienne une puissance incroyable, parce que cette idée de déclin, il trouvait que, par exemple, Obama
l'avait un peu abandonné parce qu'il était un peu à la solde des pays, alors qu'on sait bien que la politique mondiale, c'est des politiques d'association, enfin voilà, il y a plus d'ennemis et d'amis. Mais les Américains voient toujours, par exemple, les Russes comme des grands ennemis. Ils ont oublié tout ce qui s'est passé depuis 89. Enfin voilà, il y a donc aussi cet état de pensée américain qui fait que ces outils industriels-là, s'ils appartiennent au pays, c'est formidable. Donc, ce fracking ou fracking a une place primordiale dans ce roman qui se situe dans les plaines du nord du Dakota, des plaines qui se situent entre une ville que vous avez inventée, Middletown, et la réserve indienne de Standing Rocks. Alors, ce sont des espaces immensément vastes dans lesquels vos personnages évoluent, à la fois désertiques et magnifiques. Quelle place accordez-vous à la nature dans ce roman et est-ce qu'elle a une fonction narrative spécifique ? Oui, parce que quand on arrive là-bas, moi j'ai beaucoup travaillé là-bas parce que je suis allé voir des gens. J'explique le contexte aussi pourquoi j'ai écrit ce livre, parce que non seulement ça me paraît être exemplaire de ce que l'Amérique est en train de devenir, mais c'est aussi que moi je vis là-bas, enfin je viens de quitter les États-Unis, mais j'ai vécu pendant 4 ans là-bas, et je suis arrivé au moment où Trump allait se faire élire en fait. Donc je suis arrivé en septembre 2015, donc c'était toute l'année qui précédait l'élection présidentielle, puisque ça s'est passé en novembre 2016. Et quand il a été nommé aux primaires républicaines, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe et je voudrais parler de l'Amérique et donc aller voir ce qui se passe là-bas, interviewer les gens, ces pauvres blancs, comme on les appelle, ceux qui ont soi-disant été les gens qui l'ont fait élire. Et j'avais plusieurs endroits où aller. Il y avait le Texas, je pouvais aller en Pennsylvanie. Et il y avait cet endroit, Dakota du Nord, qui est vraiment un endroit qui devient mystique à force d'être désertique. Et il fait moins 30 en hiver, il fait plus 30 en été. C'est des endroits où il y a beaucoup d'agriculture, mais qui est en total déclin. C'est des pays d'éleveurs de bovins pour la viande, des bêtes à viande, en fait. Et il y a quelque chose de désolé, de presque magique quand même dans ces paysages incroyablement vastes, déserts, où on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et j'ai lu aussi beaucoup des gens qui écrivaient sur ce territoire et je trouvais ça, je me disais comment font les gens pour rester là. Donc ça m'intéressait, de rencontrer ces gens, qu'est-ce qu'ils font là. Et j'ai découvert des gens qui étaient amoureux de leur terre, tout simplement. Enfin, donc mon livre parle beaucoup de territoires, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est des territoires qui sont que les gens où les gens sont nés, où les gens vivent et essayent de survivre, surtout maintenant. Oui, c'est un peu le combat de David contre Goliath. C'est des milliards de dollars qui sont en jeu. Donc, il y a aussi une chose très intéressante dans ces États, et beaucoup d'États aussi, c'est que vous pouvez être propriétaire de votre maison, mais pas être propriétaire du sous-sol. Donc, c'est-à-dire que, et dans le livre, c'est ce qui se passe, il y a à un moment donné une agricultrice qui se trouve envahie de champs de pétrole parce qu'en fait, elle loue, enfin, en l'occurrence, elle possède la ferme sur laquelle elle élève son bétail, mais le sous-sol a été vendu à une compagnie pétrolière par ses meilleurs amis de 25 ans. Donc il y a aussi des drames humains. Parce que ces gens qui ont vendu ces terres, c'était pas des gens. Tout d'un coup, ils sont devenus millionnaires, mais ils étaient aussi dans la survie, dans la volonté d'élever leurs enfants mieux qu'ils n'avaient, enfin, avoir une vie meilleure que celle qu'ils avaient eue. Donc c'est des drames humains, c'est-à-dire que cette technologie-là, c'est la fracture, mais c'est aussi la fracture entre l'homme et la terre, entre les familles, entre des gens à l'intérieur d'une famille, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est savoir quel est l'héritage qu'on a par exemple, l'agricultrice qui vient de la côte ouest des États-Unis, c'est-à-dire de San Francisco, et s'est battue contre la guerre du Vietnam, mais c'était assez cool quand même dans ces années-là. On prenait beaucoup de drogue, et tout d'un coup, elle s'est retrouvée dans ce pays qui n'était pas un pays pour elle.
Et, et là, elle est obligée de se battre avec les moyens, mais c'est une terre qui lui appartient pas, qui l'accueille mal. Et sa fille aussi, qui est très politisée, elle n'a pas du tout la même façon de combattre que sa mère. Donc on voit bien que c'est aussi des histoires de génération, parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin beaucoup de territoires à défendre. Là, en particulier dans cette région, il y a des réserves indiennes qui sont aussi elles-mêmes menacées de presque une extinction, puisqu'en fait c'est tout la source naturelle, enfin d'eau potable qu'ils ont, la seule source, est en train d'être traversée par un immense oléoduc qui rend l'environnement très 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 fragile. Oui, c'est ça. C'est donc Karen dont vous parliez, ce personnage qui est donc rancheuse et qui Karen Wilson, qui finit par tomber malade du fait que on va dire les nappes phréatiques. C'est le problème de tout cet environnement, c'est-à-dire on ne sait pas très très bien ce qu'on est en train de faire en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scientifiques qui disent que c'est une catastrophe écologique, mais il n'y a pas beaucoup de cas qui authentifient ça. Parce qu'en général, les compagnies pétrolières s'arrangent pour donner de l'argent ou par exemple, quand une source d'eau se fait contaminer, en général, les compagnies pétrolières font intervenir leurs avocats, arrivent avec des moyens financiers énormes en échange d'un silence. Du silence, c'est-à-dire que les gens ne vont pas pouvoir témoigner en justice ou dans les journaux de ce qui leur arrive. Ce qui fait qu'on se retrouve avec très peu de cas qui sont documentés et en même temps une réalité environnementale qui est archi fragile. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens dont on observe dans des villes entières un niveau dramatique de possibilité de consommer certaines nappes, etc. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lié, mais personne ne peut le montrer. C'est effrayant parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que les compagnies ne veulent pas qu'on fasse de mauvaise publicité. Donc d'abord, elles ont énormément de lobby au niveau du Congrès américain pour faire passer des lois. Et puis aussi, elles payent les gens, quoi. Alors il y a des fois ça marche, hein, le fracking, c'est pas non plus... mais il y a tellement d'inconnus que... voilà, c'est ce qui se passe en Europe, par exemple. Il y a des moratoires où en France, on n'a pas le droit de fracker, où il y a des moratoires dans certains pays. L'Angleterre vient juste de l'autoriser parce qu'on est sûr de rien. Voilà, on est sûr de rien et on sait quand même qu'il y a des coïncidences extrêmes entre l'arrivée des puits et les contaminations. Donc, Et vous montrez l'influence justement de cette grosse entreprise Global Resources sur 3 familles finalement qui constituent le socle de votre roman et qui se trouvent impactées de manière différente. Oui, parce que au-delà du contexte économique et politique que ça représente, moi j'aime bien, comme je l'ai fait dans le Bonheur national brut, j'aime bien décrire le contexte dans lequel les gens vivent, parce que ça fait le fait qu'ils pensent, qu'ils aient des idées politiques, qu'ils se battent, le contexte économique est essentiel pour comprendre qui ils sont. Et après, c'est juste un prétexte. C'est pas un livre qui est technique sur la fracturation hydraulique. D'abord, j'en parle en une page, et puis après, j'évacue le sujet, parce que c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de voir comment les gens arrivent à tenir debout, comment les gens continuent à se battre. Parce qu'on voit bien... je pense que l'écologie moderne, c'est un problème de territoire. On voit bien, et là, c'est vraiment des... Moi, j'ai suivi d'assez près quand même ce qui s'est passé, par exemple, à Notre-Dame-des-Landes, où des gens voulaient rester sur un territoire. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord, mais leur volonté, c'était pas d'occuper un territoire pour occuper un territoire. Ils étaient là pour se battre, pour produire et faire exister, pour fonder une famille, Après, est-ce qu'ils étaient dans leurs droits, pas dans leurs droits? Ça, c'est une autre chose. Mais on voit bien que le territoire est devenu un symbole d'une dignité qui est conservée, d'un combat pour la survie des gens. Et ce qui va arriver avec les migrants climatiques, avec tout ce qui se passe dans certaines régions du monde, on voit bien aussi que c'est des gens qui se battent pour rester là où ils sont, même s'ils sont pas forcément très heureux.
Mais, et donc, ça me paraît être un sujet. Et puis, en plus, ça se décline avec les Indiens dans cette région, ça se décline avec, effectivement, la législation qui fait que, tout d'un coup, c'est complètement schizophrène de se dire que on possède une maison, mais il y a des tuyaux qui pompent le pétrole en dessous de là où on habite. Et puis, voilà, c'est pourquoi, comme je vous le disais, pourquoi est-ce que ces gens restent là? Parce que quand je leur pose la question, c'est un peu idiot comme question, pourquoi vous restez là? Parce que si on ne sait pas aller on sait pas où aller. Et puis plus ça va, plus ces gens, plus leur maison ne vaut rien, quoi. Donc plus certains s'enrichissent, plus d'autres s'appauvrissent. Enfin, c'est malheureusement un état du monde c'est un petit territoire, mais qui représente assez bien un état du monde plus large et des préoccupations aussi plus universelles. Justement, vous disiez tout à l'heure, comme dans Le Bonheur national brut, que vous essayez de montrer la grande histoire à travers de petites histoires. C'est pourquoi on dit souvent de vous que vous êtes un chroniqueur de notre époque. J'ai entendu une interview de vous où vous disiez justement, quand vous êtes arrivé aux États-Unis, que vous aviez été très surpris de la façon dont vous découvriez la façon dont se faisait la politique, comment se disait la politique à ce moment-là, en parlant beaucoup de petites histoires plutôt que de la grande histoire. Alors j'étais intriguée et je me suis demandé, est-ce que ça a fait écho à votre propre démarche d'auteur ? Oui, après moi je suis pas un politologue, je suis pas un sociologue. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires de gens, des sentiments humains, qui sont il y a beaucoup de, enfin là on parle de cupidité, on parle d'amour, on parle de jalousie, on parle de revanche. Enfin voilà, c'est des choses et c'est vrai que les États-Unis sont un peu particuliers parce que, déjà quand je suis arrivé, c'était donc cette transition et on voyait bien que le verbe politique, la manière de faire la politique, la manière de décrire et de s'affronter. Enfin, je ne sais pas si vous avez probablement suivi ça, mais tout d'un coup, on sentait qu'on était dans quelque chose qui était hors norme. Les gens, enfin, la façon dont les candidats se battaient entre eux, on était plus dans un pugilat, dans une sorte d'arène où tout d'un coup, il y avait toutes les règles de politesse étaient effacées on était vraiment dans le dur du combat presque à main nue, quoi. Donc déjà ça, pour des gens qui sont quand même assez respectueux, les Américains, ils pensent toujours que par exemple que les Français, dès qu'ils se voient, ils s'engueulent parce que dès qu'on parle politique, pour eux c'est quelque chose assez assez peu courant aux États-Unis. Et l'autre jour, je parlais avec une amie qui me disait, il y a deux événements majeurs récemment qui ont fait que les gens ont parlé de ce qui se passait. C'est les attentats de 2001, les tours, et l'arrivée de Trump. Et du coup, la parole s'est complètement lâchée et les gens ne parlent plus que de ça. Ils ont honte, la plupart, enfin. Soit ils s'enorgueillissent de ça et ils trouvent ça formidable, soit ils ont honte. Il y a beaucoup de gens qui ont honte de leur pays, de ce qui se passe. C'est vrai que c'est un vrai cirque. Voilà, et dans ce territoire-là, qui est un territoire à 90% blanc, ces petits blancs pauvres qui ont majoritairement voté pour lui, voilà, c'est intéressant d'observer aussi les désillusions qu'il y a avec tout ça. Par exemple, les agriculteurs que j'ai rencontrés, même s'ils sont entourés de champs de pétrole, ils vont quand même, je sais, ils me l'ont dit, qu'ils allaient voter pour Trump. Parce que tout d'un coup, la parole politique, enfin leur vie, grosso modo, je le dis dans le livre, ils préfèrent un mensonge habile à une sorte au côté ignoble qu'avait le côté policé d'Hillary Clinton. Parce que c'était la politique telle qu'il avait vécue et telle qu'il les avait fait souffrir. Et on voit bien la désillusion des gens autour du verbe politique. Sauf qu'aux États-Unis, c'est devenu d'une violence absolument incroyable.
Et voilà, ceux qui sont pour Trump, ils adorent. Ils adorent cette espèce de match. Ils ont l'impression de... Et puis surtout, c'est un pays qui s'est construit sur la violence, les États-Unis. C'est un pays qui s'est construit sur la spoliation de territoire. Donc tout ça, c'est des histoires qui racontent bien l'Amérique. Enfin, je ne dis pas que je raconte bien l'Amérique, mais c'est des histoires qui me semblent tellement exemplaires de la façon dont ce pays s'est construit et continue de se construire. C'est le Far West, quoi. Parce que tout ça, c'est des terres on va vers l'Ouest encore. Et justement, en tant que Français qui racontez les États-Unis, quel est votre, on va dire, votre point de vue, votre attitude vis-à-vis des événements que vous racontez? Moi, j'essaie de ne pas prendre position parce que déjà, c'est pas ma place. Je suis romancier, donc je décris des choses. Et puis après, je suis français, donc j'ai pas non plus l'intention de me faire passer pour un Américain. Parce que je sais les limites que ça a. C'est le danger de... Par exemple, je suis complètement interdit de parler à la place de... Enfin, je m'interdirais toujours de parler à la place d'un Indien ou d'un Black. Parce que je pense on n'imagine même pas ce que ça peut être. Et donc jamais, il y a des limites que je ne franchis pas dans la narration. Parce que je ne m'estime pas en droit de le faire. Et donc je raconte des choses avec mon point de vue aussi de français, ma culture française. Ça ne se sent pas dans le livre, mais je ne franchis pas certaines frontières. Par exemple, je sais que mon livre, les Américains n'aiment pas trop qu'on raconte des choses sur eux. Et quand je leur disais que j'avais un projet, ils disaient « Oh, mais c'est quoi ce petit blanc français qui cherche la petite bête ?» Mais en même temps, c'est pas ça. Moi, je cherche à observer, à comprendre ce pays. C'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de comprendre comment il fonctionne et sur quoi il s'est construit. Parce qu'on a l'impression qu'on connaît, encore une fois, et il y a beaucoup de choses qui, culturellement, sont presque incompréhensibles. Et est-ce que vous diriez que Fracking, je vais pas y arriver, Fracking est un roman militant, engagé écologiquement, politiquement, et en quoi est-il nécessaire pour vous de l'écrire? Oui, après, je pense que rien n'est suffisant, mais rien n'est inutile non plus Ça me semble être terriblement d'actualité quand même. Et après, encore une fois, j'écris des histoires, donc ce qui m'intéresse, c'est la manière dont les gens sont ensemble, travaillent ensemble, mais sur un sujet grave, qui me paraissait essentiel, oui. Et comme je suis par ailleurs pas tellement engagé dans un parti, c'est ma façon à moi de faire écho aux choses qui me semblent importantes dans ce monde. Et c'est engagé, oui, parce que dès qu'on parle d'un sujet qui est un peu primordial, oui, on s'engage un peu, mais je ne suis pas un militant pur et dur. Je vous demande ça aussi parce que Fracking est écrit de manière polyphonique, donc on a plusieurs voix. D'où est venue la nécessité d'écrire à voix multiples dans ce roman? Moi, j'aime bien les histoires qui se croisent, toujours. Enfin, ce que j'aime bien lire, par exemple. On dit toujours qu'on écrit ce qu'on aimerait bien lire, ce qu'on aime bien lire. Oui, voilà, moi j'aime bien les destins, j'aime bien les... Bonheur National Brut, c'était 30 ans d'histoire, 4 gamins qui vont de l'âge de 17 à 50. Là, ça se passe sur 6 mois, mais c'est avec plein de personnages. Ça permet d'avoir surtout une vision un peu non manichéenne. Parce que voilà, les intérêts de chacun des personnages sont très contradictoires. Il y a des gens pour qui c'est bien, d'autres gens pour qui que ça rend malade, d'autres que ça enrichit. Enfin, c'est intéressant de croiser d'abord les points de vue et les situations aussi sociales. Et comment est-ce que vous avez choisi vos personnages et quel sentiment est-ce que vous entretenez avec ces personnages aussi? Parce que je trouve qu'il y a en tant que lecteur, en tout cas, on voit des personnages qui sont assez critiques envers eux-mêmes, je trouve. Oui, alors, comme je suis allé là-bas, j'ai rencontré plein de gens. Donc, je peux dire, par exemple, que les agriculteurs que j'ai rencontrés ressemblent assez fortement à... les agriculteurs que j'ai décrits ressemblent assez à ceux que j'ai rencontrés. Mais ils sont en même temps très, très, très différents. En fait, tous mes personnages, c'est des agrégats
de gens. Parce que ce qu'il faut, c'est quand même retenir l'attention du lecteur, faire en sorte que tout d'un coup... c'est ça, parce que moi j'aurais pu écrire un truc documentaire sur ce... Sauf que j'écris un roman, donc un roman, il doit captiver à un moment donné. Il ne faut pas qu'on ait envie de lâcher l'histoire. Et du coup, il y a ma technique à moi. Enfin, voilà, je pense toujours à la manière dont les gens vont percevoir les histoires que je raconte. Et du coup, il arrive plein de choses aussi parce que moi j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien rencontrer les gens, je m'intéresse à la vie des gens. Je trouve que les gens, ils ont, enfin, honnêtement, tous des choses intéressantes à dire. Et là, c'est des petites gens, c'est des gens qui ont a priori pas d'histoire, mais ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup de choses à dire. Effectivement, ils sont un peu critiques sur eux-mêmes, mais parce que les situations sont tellement violentes qu'ils sont confrontés à leur propre, à des choix très forts, hein, des choix de vie. Oui, en fait, ce qu'on observe, c'est que finalement la fracture créée par l'éclatement des sols pour en récupérer le pétrole crée aussi des fractures à l'intérieur de vos personnages, des ruptures, des contradictions, des paradoxes peut-être. Bah, oui, je pense qu'on est tous un peu fracturés. Enfin, voilà, on est tous, on assume tous plus ou moins d'où on vient. On a tous une histoire avec nos parents, nos grands-parents. On a des traumatismes qui sont plus ou moins grands, mais on a une histoire. Et donc on réagit, chacun réagit différemment. Même on voit bien à l'intérieur d'une fratrie, un frère et une sœur peuvent élever dans les mêmes circonstances avec les mêmes parents, peuvent avoir des histoires, des volontés complètement opposées. Enfin, c'est ça qui est merveilleux. Donc on observe les gens, c'est qu'ils sont tous, on a tous des choses qui nous font peur, qui nous font plaisir. C'est pas, il faut observer ça. C'est intéressant d'observer tout ça. Vous disiez tout à l'heure, à la fois que vous aviez lu beaucoup de récits américains sur l'Ouest. Enfin, moi, quand j'ai lu Fracking, j'ai beaucoup pensé à William Faulkner, par exemple, parce que bon, j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs allusions. Alors, bon, je brûle de vous demander si c'est vraiment le cas, si c'était non. Pas du tout. Non. D'accord. Bon. Bah, déjà, je lis pas du tout quand j'écris parce que je trouve que c'est pas une bonne chose pour de se sentir humilié quand je fais ça. Non, non. Faulkner, oui, c'est après c'est tous les gens du Midwest. Hein. C'est tous les gens comme Jim Harrison, comme Louise Erdrich, qui est vraiment elle en plus. Je sais pas si vous connaissez, mais qui est du Dakota du Nord, qui parle beaucoup des problèmes des Indiens, parce qu'elle-même est à moitié indienne, à moitié allemande. Voilà, il y a des gens qui s'appellent, quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Kent Aruf, qui aussi décrit le quotidien des fermiers, tout ça dans une espèce de mysticisme. Au final, c'est très simple et en même temps très très grand, quoi. Il y a quelque chose de, donc j'aime bien cette simplicité-là aussi de ces auteurs-là. Et j'avais envie d'écrire quelque chose de très accessible. Parce que c'est finalement assez simple ce qui se joue là-bas. C'est profond et simple, donc il faut trouver les mots justes pour le décrire. Donc c'est tout le travail qu'il y a après à faire. Mais... Et les autres sources que vous auriez pu utiliser pour écrire après, comme ça parle un peu de pays que je connais pour y avoir vécu un petit peu, mais pas trop quand même, il y a plein d'articles, plein de films à voir. Hein. Et puis vous avez rencontré les gens. Oui, puis j'ai rencontré les gens, oui. Ouais. Les différents types. J'ai rencontré, comme je vous dis, j'ai rencontré des agriculteurs, j'ai rencontré des gens qui travaillent sur des syndicats, d'ailleurs bipartisans, pas du tout politisés, qui travaillent sur le respect de l'environnement pour des agriculteurs. J'ai rencontré quelques ouvriers du pétrole. Et voilà, donc tout ça crée des univers et ça crée des... Mais après, moi, je fais beaucoup confiance à mon imagination quand il s'agit de... Quand je parle de faits technologiques ou politiques, j'aime bien que ce soit absolument juste parce que je déteste rien que les faussetés dans les... Mais une fois que j'ai fait ça, je laisse mon imagination
vagabonder. Bah oui. Ok. Quand on se fait, comme vous, journaliste d'une époque, finalement, il y a sûrement certaines violences sociales qui sont comme des instruments de mesure, je dirais. Dans votre précédent roman, Le bonheur national brut, l'un de vos protagonistes est homosexuel. C'est le cas aussi dans Fracking. Pourquoi l'existence de ce personnage est importante pour vous? Et est-ce qu'il y a d'autres personnages qui fonctionnent ainsi comme des révélateurs, on va dire? Là, en l'occurrence, c'était intéressant de voir quelqu'un qui quittait le territoire. Parce qu'il n'a jamais osé dire qu'il était homosexuel et que justement je voulais observer quelqu'un qui part parce qu'il est contraint de le faire et qui d'un coup a un rapport complètement différent à l'environnement dans lequel continuent à vivre ses parents et son frère en particulier. Et en fait, lui il part à la grande ville qui est New York. Donc c'est lui le brillant élève, etc. Sauf qu'il se casse la figure et qu'il devient une sorte de loser perdu dans cette grande ville de New York, alors que son frère, qui devient un ouvrier du pétrole, un ouvrier du pétrole, gagne des fortunes, parce qu'en fait, c'est ça aussi ce fracking, c'est que les gens ont accouru du pays entier pour travailler dans cette industrie, parce que ça rapportait énormément d'argent. Donc lui, le frère, en plus dans un environnement très protestant, est devenu une figure sociale importante. Donc c'est aussi la fracture entre ces deux frères, dont l'un était plutôt appelé à devenir la star de la famille, et l'autre un peu Et c'est l'inverse qui s'est passé. Donc ça m'intéressait d'observer aussi... D'avoir un outsider finalement. Mais oui, aussi comment les conventions sociales font que tout d'un coup le jeu est redistribué. Et le jeu, on va dire, politique de vos personnages est aussi intéressant. Je pense aux parents justement de ces deux frères qui sont dans une le père campagne. Veut se présenter au municipal, effectivement, en suivant il voit bien que le truc à la trame, ça marche. Donc lui, il est archi-conservateur, très religieux. Et donc il a une volonté il pense que c'est le bon cheval quand même. Et donc il se dit, je vais suivre un peu cette manière de faire de la politique. Et il devient très virulent jusqu'au moment où il est un peu stoppé dans son envol par des activistes justement qui sont du côté de la défense des Amérindiens, enfin des Indiens. Et voilà, c'est aussi intéressant parce que c'est un pays qui s'est construit il y a 150 ans. Enfin, cette région-là. C'est des gens qui venaient de Norvège, c'est des gens qui ont suivi l'urbanisation s'est faite suivant la voie de chemin de fer qui partait de l'Est des États-Unis jusqu'à l'Ouest. C'est vraiment la conquête de l'Ouest. On a redistribué des terres qui appartenaient aux Indiens, entre parenthèses, mais avec lesquels on s'est arrangé. Donc tout ça, du coup, ça donne des régions très conservatrices, très protestantes, très religieuses. Et c'est intéressant d'observer aussi ça, de ce qui se passe dans ces régions-là, qui sont... parce que les États-Unis, c'est quand même un pays où le religieux prend de plus en plus de place. Par exemple, il y a 51% des Américains qui pensent que le réchauffement climatique n'est pas vrai. Comment est-ce que l'homme, face à Dieu, pourrait revendiquer d'être responsable de quelque chose qui n'appartient en fond qu'à la puissance divine? C'est un peu ça leur raisonnement. Donc quand on observe ça là dans cette petite ville, c'est ce qui existe à une plus grande. Enfin, c'est pas vrai des côtes qui sont plus éduquées, tout ça, mais c'est assez vrai de l'intérieur du pays. Et tous vos personnages, donc y compris finalement cette famille, on va dire, dont les parents sont engagés dans cette démarche politique, vont être pleins de désillusions du fait de se confronter les uns aux autres. C'est un roman assez ambigu. Est-ce que vos personnages, à la fin, ils vont quand même s'en sortir?
La fin est très optimiste. Alors on a l'air que je peux donner l'impression que c'est très noir, mais en fait la fin est très ouverte justement parce que j'observe les jeunes. Enfin, la scène se termine dans quelque chose de très blanc. Il neige, c'est assez onirique, et c'est les deux très jeunes personnages, enfin oui, du roman qui restent ensemble, qui sont ensemble, qui vont pas vivre ensemble, mais qui font que on peut penser qu'il y a quelque chose est possible, quelque chose où les gens sont mieux est possible. Donc c'est pas du tout fermé. Voilà. Après c'est les désillusions de leurs parents, et donc c'est à eux de prendre le relais finalement oui, il y a un conflit de génération. Il y a de toute façon un conflit de génération dont j'aime bien moi témoigner. Et puis une très belle histoire d'amour finalement aussi. J'espère. Est-ce que vous avez connaissance d'ouvrages américains qui paraîtraient en ce moment, par exemple, et avec lesquels fracking pourrait entrer en résonance? Pas sur la technologie. Après, il y a quelques auteurs français qui écrivent sur les États-Unis. Je pense à Agnès Dessart en particulier, qui vient de sortir un livre, mais qui est plus dans un milieu plus intellectuel. Après, il y a 2 ans, il y a un roman américain qui est sorti sur le sujet, qui s'appelle CJ dans nos entrailles, ou c'est Jennifer Hay, un truc comme ça. Voilà. Mais non, il n'y a pas de... C'est finalement, on connaît finalement assez mal ça, alors que je trouve que c'est un enjeu. Et puis par exemple, j'ai appris l'autre jour que Total faisait des expériences de fracking dans le sud de la France, qu'il y avait dans l'est de la France, il y avait quand même des choses qui se passaient. Vous voyez, tout ça, c'est quand même des choses. On sent bien que parce que ça représente tellement d'argent. C'est une technologie qui est au point, qui permet de gagner beaucoup d'argent, donc au détriment effectivement de l'humain. Donc c'est l'éternel problème entre l'industrie et l'homme. Comment est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble? Et du coup, quelle planète pensez-vous qu'on pourrait laisser, nous, aux générations futures? En fait, on dit toujours, est-ce que la Terre est en danger? Moi, je dis toujours, c'est pas la Terre qui est en danger, c'est les gens qui sont en danger. La Terre, elle va très, très bien s'accorder depuis avoir des gens qui l'ont détruite. Tout ça, ça va repousser très bien. J'ai pas de problème pour la Terre, j'ai plutôt des problèmes pour les... Moi, j'ai une petite fille qui est de 5 ans. J'espère qu'elle va sauver, qu'elle sera sauvée, qu'elle va réagir, oui. Parce qu'en fait, vous dédicacez votre livre, oui, à votre fille, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et qui n'a aucune conscience de ce que j'écris. Non, mais on voit bien, en plus, là, dans les dernières semaines, on voit bien qu'il y a des cris d'alarme qui sont lancés par des scientifiques. Et je pense que voilà, il est encore temps de faire des choses, mais il faut vraiment se dépêcher, quoi. Et ça fait partie des choses qui sont à considérer, vraiment. D'accord. Est-ce que vous diriez que ce livre, Fracking, est un peu différent des précédents, et si oui, pourquoi? Après, je vous dis, c'est toujours la même écriture où des gens sont pris, les histoires personnelles sont prises dans des mouvements plus vastes, qui sont les mouvements du monde politique, économique. Donc ça se passe aux États-Unis. Il y a un qui se passait en Bretagne, justement le premier, entre la Bretagne et Paris, puisque je suis breton. Le deuxième, ça se passait à Paris. Mais tout ça, c'est des mêmes schémas. C'est des histoires très romanesques qui sont sur un fond sociétal. Et est-ce qu'il y a on va dire un autre sujet qui vous intéresse? Il y a plein de sujets. Oui, d'accord. Mais je suis superstitieux, alors j'en parle pas. D'accord. Peut-être que dans la salle, déjà, nous aurions des questions du public pour François Roux. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je parle de France. Les États-Unis sont déjà exportateurs de produits pétroliers, et même sur l'Europe. Il y a des marques du Texas. Et qu'est-ce que vous pensez? Actuellement, on pense que comme Trump fait un barrage au niveau de l'Iran,
Et l'Europe veut faire maintenant du troc, c'est-à-dire échanger du pétrole contre des produits sans passer par les États-Unis, sans passer par le dollar. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut aboutir ou pas? Après, moi, j'ai lu des choses sur la question récemment, effectivement, sur cette... parce que c'est la frayeur de tous les États, même de la Russie, de la Chine et des États européens, que se passe quelque chose en Iran qui soit catastrophique pour... guerre civile. Oui, et puis l'utilisation d'armes nucléaires contre Israël, enfin... Et du coup, effectivement... Pardon. Et du coup, ce que j'ai lu, moi, effectivement, c'est que ça passerait par des systèmes, comme vous dites, de troc, qui ne soient qu'en euros et qu'en produits, et qui est des systèmes de compensation par des... C'est très compliqué à mettre en place, j'ai l'impression. Très compliqué. Et pour pas que les États... Enfin, c'est pour pas que les entreprises soient punies par les banques américaines. Et même dans le système bancaire, c'est des banques européennes qui cautionneraient des prêts. Donc c'est très compliqué à mettre en place. Je suis pas sûr. Et puis Trump, il est quand même... c'est pas parce que la loi les ferait pas, en fait. Donc je pense que si quelqu'un le défie sur ce terrain-là, il peut très très bien ne pas considérer que c'est pas exactement, évidemment, parce que les transactions sont pas en dollars, mais il va s'en fiche, ça va être exemplaire, il va pouvoir bannir. Il a aucun respect pour des engagements de ses prédécesseurs ou même de sa parole qui change tout le temps. Donc il y a je pense qu'il y a effectivement un vrai danger. Donc je ne sais pas ce que vont faire les grosses entreprises. Après, je pense que le danger vient plutôt des PME, des PMI qui travaillent avec l'Iran. Mais je ne vois pas ça d'un... Est-ce qu'il a une morale déjà, Trump? Est-ce qu'il a une morale? Non, c'est très... Mais il se passe des choses intéressantes là. Oui. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, l'audition au Congrès de cette femme qui accuse le futur juge, enfin celui qu'il a désigné comme étant le dernier juge à la Cour suprême qui manque. Ça, c'est des choses... parce que tout d'un coup, c'est la vision d'un pays tout entière qui est représentée par un seul homme qui va probablement faire voter, enfin à chaque fois qu'il aura voté des lois anti-avortement ou anti-LGBT, enfin les gays et tout ça, toutes les libertés civiles, on pense que ça va pencher de l'autre côté. Donc ça veut dire que le pays va se durcir extrêmement. Et en matière d'immigration probablement. Donc ça se ferme de plus en plus. Donc, il risque aussi de perdre la majorité au Congrès, non, avec tout ça, c'est effectivement les dernières élections qui désignent les républicains contre leur adversaire démocrate ont tendance à faire gagner des gens qui sont plutôt contre lui qu'avec lui. Donc c'est-à-dire que le problème des républicains, c'est qu'il y a beaucoup qui le détestent, mais tout le monde parie sur lui, parce que jusqu'à présent, ça a marché. Il a réussi à faire passer des trucs incroyables, il a une parole incroyable, enfin... Et donc ça marche. Sauf qu'à un moment, ça ne va plus marcher, et ils le lâcheront à ce moment-là. Par exemple, s'il renvoyait le juge qui enquête sur lui, c'est pour ça qu'il ne le fait pas, il sait que ça peut être un élément décisif dans la manière dont il est perçu. Et donc, il ne le fera pas. Donc, il cherche autre chose. Mais tant qu'il y aura ça, et je ne sais pas, peut-être que ça va durer jusqu'en novembre. Vous savez, on parle de sa réélection en 2020. Hein. C'est pas un sujet qui est... c'est pas réglé, quoi. D'autres questions, peut-être ? J'ai tout dit, donc. Vous avez être clair. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur plus qu'un autre qui a initié l'écriture de ce roman Fracking ? Non, moi je vous dis, moi j'étais aux États-Unis, donc j'avais envie de témoigner de ce qui se passait. Ça me semblait, oui, on en discute là. C'est des choses qui sont, c'est pas simplement les États-Unis, c'est le rapport des États-Unis au monde. Donc j'étais là-bas et je me suis dit, il faut que j'avais envie d'écrire quelque chose qui se passe là-bas. Maintenant que je suis revenu, peut-être je vais écrire plutôt sur la France, mais
Mais c'est bien c'était facile aussi plus facile d'aller dans le Dakota, qui est quand même très loin, d'enquêter. Et puis quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte que le sujet était passionnant et très enrichissant et très universel. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'est pas de parler juste d'une petite région que je connais mal en plus, mais voilà, c'était la portée que ça, en tout cas pour moi. Après les gens, je sais pas. Mais... Et vous avez pu voir vous-même Oui, bien sûr. Enfin après, il y en a juste beaucoup, donc on a tous vu c'est assez désarmant de banalité. Ce qui est très impressionnant, c'est, je vous dis, le fracking lui-même, parce que ça demande des moyens technologiques absolument extraordinaires. Enfin, des gros camions, des énormes trucs qu'on voit même pas ici. Enfin, et il y en a 30 pour envoyer de la pression. Donc à ces moments-là, c'est très impressionnant. Mais l'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui parlait il y a la même chose au Canada, par exemple. Et en fait, il y a un truc qui se passe au Canada ils réussissent en fait les camions sont tellement puissants, ils réussissent à créer de la boue dans le sol, donc c'est des véritables chantiers de boue. Et pour que les camions puissent continuer à circuler, ils utilisent une partie de l'énergie du pétrole et du gaz pour geler le sol, en fait, pour restabiliser. Donc c'est un truc, vous voyez, c'est même d'un point de vue mental, ils réparent les dégâts qu'ils font donc c'est vraiment de la grosse industrie. Ça se voit pas toujours parce que c'est des puits de pétrole. On a vu ça depuis les 1900. Hein. Ça se présente de la même façon, mais en dessous, c'est totalement différent. Et vous avez vécu aussi à cet endroit dans le Dakota? J'y ai passé plusieurs semaines, oui. Et vous imagineriez y vivre vraiment? Non, il faut être né là-bas, je pense, pour y vivre. Non, c'est pas. Après, je parle de gens qui sont déplacés, mais justement, le problème de celle qui est déplacée de la Californie, qui est quand même 1000 fois plus accueillante, et qui vient là, elle trouve pas sa place. Donc, c'est intéressant aussi d'écrire et de parler de quelqu'un qui trouve pas sa place sur un territoire, parce que c'est le territoire qui la rejette aussi. Et en même temps, il y a une singulière beauté à cette. Ah oui, c'est complètement. C'est comme le désert. Enfin, c'est comme le désert, quoi. C'est tellement tout le temps pareil. On peut rouler pendant des kilomètres et voir personne. Enfin, c'est mystique. Il y a un côté hypnotique, en tout cas. C'est vrai. Tout à fait. Et puis, je trouve qu'on le ressent bien à la lecture de ce roman, où il y a des très très beaux moments où on se sent quand même immergé dans ce paysage. C'est une grande force dans ce roman. Fracking raconte une histoire à la fois sombre et violente, mais qui nous plonge véritablement au cœur des États-Unis d'aujourd'hui et nous invite à mieux comprendre nos voisins sur ce globe terrestre. Et c'est toutefois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec une note d'espoir que nous laisse François Roux. Et je vous remercie beaucoup d'être venu. Merci à vous d'être venu, en tout cas. Merci de me recevoir. Merci beaucoup.